Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence sur la, la franc-maçonnerie, ses rites et ses hauts grades. C'est la suite aujourd'hui, car j'ai vu que vous vous intéressez beaucoup à la franc-maçonnerie, que la franc-maçonnerie est un pôle qui vous intéresse. Donc, je me suis dit que j'allais un petit peu approfondir les rites, sur les rites et sur les hauts grades. J'allais un petit peu vous conter quelques petites choses, quelques petites anecdotes même sur la franc-maçonnerie, ses rites et ses hauts grades. Donc, la conférence a pour sujet rites et hauts grades en franc-maçonnerie. Voilà, je commence. Le grade est la codification d'une série de cérémonies et de règles qui président au déroulement du rite. Alors, il faut dire que la conscience universelle structure les symboles. Les symboles structurent les grades. Les grades façonnent les rites. Et les rites font que les loges maçonniques existent. Vous devez savoir ça. Voilà. Maintenant, la Grande Loge de France ne considère qu'un seul rite, alors que le Grand Orient de France se considère comme une pluralité, comme une fédération de rites. Alors, je vais vous énumérer, j'en ai noté une douzaine. Il y en a beaucoup plus, des rites, beaucoup plus. Mais j'en ai noté une douzaine qui, je pense, sont très importants pour que vous les connaissiez. Donc, ils sont très répandus en France, en Angleterre, en Écosse, en Allemagne et dans d'autres pays francs-maçons. Alors, je commence. Le premier rite, c'est le rite français ou moderne. Il a été créé à Paris en 1761 et modifié en 1776 et 1877. Mais ça reste un rite très simplifié. Le deuxième rite dont je vais vous parler, c'est le rite écossais ancien et accepté. C'est un rite universel qui est fait de la jonction entre l'hermétisme des grades inférieurs de la maçonnerie bleue et le symbolisme des hauts grades. Donc d'un côté, il y a l'hermétisme des grades bleus, des 3 premiers grades, et de l'autre, le symbolisme des hauts grades qui vont du 4e au 33e. Il y a 33 degrés dans le rite écossais ancien et accepté. Maintenant, je vous parle du 3e, le rite écossais rectifié. Je vous en ai parlé la dernière fois, lorsque j'ai fait ma première conférence sur la franc-maçonnerie. Alors, reprenons les choses. En 1750, le baron allemand Karl von und Altengrotken, né en 1722, décédé en 1766, donc à l'âge de 28 ans, il reçoit des mains du prince Charles-Édouard Stuart à Saint-Germain-en-Laye les hauts grades de la loge de Saint-André du Chardon. Il se précipite au couvent de Colo en 1772, dans les rangs du cléricat de Stark, et devient la SOT, c'est-à-dire la stricte observance templière. Cette stricte observance templière, la SOT, dont je vous ai parlé la dernière fois, je vous en reparle maintenant, est remaniée durant au couvent des Gaules, au couvent de Lyon en 1778, mais surtout au couvent de Wilhelmsbad en 1782, sous la présidence du duc de Brunswick, de Jean-Baptiste Villermoz et de son grand ami, le prince Karl von Hesse
qu'un seul. Mais ça reste un rite très chrétien. Le quatrième est le rite émulation, quatrième rite. C'est un rite qui est codifié en 1813 par Peter Gilk, Gilkes. C'est le rite le plus pratiqué dans la Grande Loge unie d'Angleterre. Alors maintenant, nous avons le rite, le cinquième, le rite Memphis-Misraïm. Alors, c'est Garibaldi, qui en 1881, Joseph Garibaldi, qui fait la jonction entre le rite de Memphis et le rite de Misraïm. Sixième rite. Le rite de Memphis. Il est pratiqué par des officiers français revenus de la campagne d'Égypte orchestrée par Bonaparte et qui pratiquent ce rite dans le sud de la France. Maintenant, le rite de Misraïm, il est dû à Cagliostro, qui apporte d'un côté les grades inférieurs de la Grande Loge unie d'Angleterre et de l'autre les hauts grades de la chevalerie templière allemande. Le huitième, le rite de Salomon. Le rite de Salomon. Alors le rite de Salomon en vaut le XVIIe siècle. Ce rite est le rite traditionnel de la maçonnerie opérative. Ensuite, vous avez le rite Saint-Jean au louis d'argent. Il travaille sur le rite français, le rite moderne, dont je vous ai parlé en premier. Le dixième, le rite de Bristol. Alors c'est un très ancien rite qui n'est plus pratiqué de nos jours que par de très très rares loges anglaises. Le 11e rite, c'est le rite martiniste. Il est structuré sur la tradition hermétique de Martinez de Pasquali. Donc on sait quand est-ce qu'il est mort, en 1774, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. On pense 1710. Les historiens les plus sérieux parlent de 1710. Il pénètre en France en 1925. En 1775. On commence à le pratiquer en France un an après la mort de Martinez de Pasquali en 1775. Non, le dernier rite dont je vais vous parler, c'est le rite oriental ancien et accepté de Memphis. C'est un rite très folklorique du rite de Memphis, pratiqué, tenté par le frère Props Piraben, du 75, né en 1875, mort en 1957. Il l'a tenté en 1947. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des hauts grades. Quand même, ces hauts grades, c'est très important que je vous parle des hauts grades. Alors, le grade se caractérise par une diversité. On rencontre en franc-maçonnerie une diversité de grades. Certains rites en comptent jusqu'à 10 et d'autres en comptent jusqu'à 90. Mais aucun grade ne peut ne peut commencer aucune franc-maçonnerie, ne peut commencer sans les 3 premiers grades qui sont les grades de la maçonnerie bleue. Le grade de compagnon, le grade d'apprenti, le grade de compagnon, le grade de maître. On peut pas faire de la franc-maçonnerie sans ces 3 premiers grades. Alors, les grades. Le grade se caractérise par ses rites d'initiation particuliers, par son catéchisme, par son serment, par ses symboles et par ses gestes spéciaux.
Alors, le grade. Le grade, la classification la plus souvent retenue est celle du rite écossais ancien et accepté. Il y a 33 grades. C'est à partir du 19e grade, grand pontife et sublime maçon, que l'initié prend conscience qu'il est un porteur de lumière. Porteur de lumière. Alors je vous raconterai tout à l'heure le porteur de lumière, ce qu'on en pense, ce qu'on en pense de la franc-maçonnerie et ce qu'on en pense dans l'Église catholique romaine. Alors maintenant, voyons un petit peu. Alors oui, au-delà des 3 premiers grades de la maçonnerie bleue, les hauts grades restent mystérieux pour le maître qui est arrivé au 3e degré. Car il faut dire qu'en France, 75% des maçons restent scotchés aux 3 premiers grades. Ils ne vont pas plus haut. Seuls 25% des francs-maçons montent dans les grades supérieurs. Autrement dit, l'enseignement, la communication des hauts grades ne leur est pas communiqué. Car l'enseignement des hauts grades se fait par communication. Il y a des hauts grades qui sont encore pratiqués et d'autres qui ne le sont pas, qui ne le sont plus. Alors, ces grades qui ne le sont plus sont pratiqués, sont donnés par communication. Alors, qu'est-ce que la communication? C'est un enseignement rapide, oral le plus souvent, donné à un récipiendaire qui est arrivé à ce niveau. Donc, nous avons maintenant une multitude de grades. Voilà. Donc, dans le rite écossais ancien et accepté, il y en a 33. Je vais tous vous les citer parce que je tiens à être complet bon, je les connais pas par cœur, tous, mais je regarderai un petit peu la classification. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Voilà. Donc le premier grade, c'est le grade d'apprenti. Le deuxième grade, c'est le grade de compagnon. Le troisième grade, c'est le grade de maître. Quatrième grade, qui est déjà le haut grade, c'est le maître secret. Alors je passe maintenant aux grades qui sont pratiqués, notamment en France. Le 14e et le 18e. Alors le 14e. Le 14e, c'est le grand élu parfait et sublime maçon. Grand élu parfait et sublime maçon. Le 18e, chevalier Rose-Croix. Alors, je vous ai parlé la dernière fois du chevalier Rose-Croix. 1776 fut une grande date car le très haut grade de chevalier Rose-Croix apparut. Et il est véritablement très très haut dans la hiérarchie, 18e degré, et il a fait son chemin. Et il provient de la Rose-Croix dans ce système, de la chevalerie, de la Rose-Croix dans ce système, qui est une branche qui est née dans ces années-là, 1775-1776. Maintenant, vous avez le 30e. Je vous parlerai tout à l'heure du 19e, car c'est le grand pontife et sublime maçon. C'est quelque chose d'extraordinaire, quand même. Parce que c'est là que c'est à ce moment-là que l'initié prend conscience qu'il est un porteur de lumière. Bon, le 30e degré est le grade du chevalier Kadosh. Alors, qu'est-ce que veut dire Kadosh? Veut dire qu'il y a une similitude, qu'on fait la similitude entre le meurtre d'Hiram au Xe siècle avant notre ère et celui de Jacques de Molay en 1314, meurtre commandé par Philippe Quatlebel et le pape français, me semble-t-il, Clément V. Donc voilà, ça c'est le 30e. Le 31e, c'est le grand inquisiteur et commandeur. Le 32e, c'est chevalier ou prince sublime, ou sublime prince du royal secret. Alors chevalier ou sublime prince du royal secret.
Et le 33e, c'est le souverain grand inspecteur général. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que 75% des maçons en France et je pense dans le monde restent scotchés euh, aux grades inférieurs. Autrement dit, ils ne connaîtront pas l'enseignement très important qui est donné au grade supérieur. Alors, maintenant, le grade, ce n'est qu'à partir donc du 19e degré, grand élu parfait, et puis 19e, grand élu, grand pontife et sublime maçon, que l'initié prend conscience qu'il est un porteur de lumière. Alors, ce porteur de lumière, c'est-à-dire que l'Apocalypse de Saint Jean, montre que le porteur de lumière qu'il y a une véritable apothéose entre la foi qui aspire vers Dieu et que cette apothéose voit le porteur de lumière comme un être misérable, c'est-à-dire le fils du malin, avec toutes ses œuvres et toutes ses pommes. Il est véritablement, il est écarté. D'ailleurs, les chrétiens disent que contre cette société très secrète et très brillante qu'est la franc-maçonnerie, on ne peut lui opposer que la prière d'une église très puissante. Voilà. Donc, il y a à peu près 200 000 maçons en France, environ 300 députés et sénateurs qui se disent francs-maçons, et les gens qui sont au pouvoir sont généralement influencés par des entités spirituelles qui les dirigent vers l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Et c'est pour cette raison que l'idéologie maçonnique prend parfois, pas toujours, parfois le dessus sur les lois de la République. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler d'un personnage très important au XVIIIe siècle, Adam Weishaupt. Alors Weishaupt s'écrit W-E-I-S-H-A-U-P-T. Il est né en 1748, mort en 1830. C'est le fondateur de la secte des Illuminés de Bavière. Donc il a initié le fameux représentant, un des représentants les plus illustres de la Révolution française, le comte de Mirabeau, qui était déjà franc-maçon. Il l'a initié à l'illuminisme, afin que ce fameux Mirabeau propage l'illuminisme au sein des loges franc-maçonnes françaises. Voilà, donc maintenant, comme je vous ai promis, je vais vous dicter quand même les loges qui ne sont pas données, qui ne sont pas pratiquées, mais qui sont communiquées par un enseignement rapide, ce qu'on appelle la communication. Donc je commence avec le 19e degré, qui est grand pontife et non pas sublime maçon, mais grand pontife et sublime écossais. Le 20e degré, vénérable grand maître de toutes les loges régulières. 21e degré, Noakit. 22e degré, chevalier royal H. 23e degré, chef du tabernacle. 25e degré, chevalier du serpent d'airain. 26e degré, écossais trinitaire ou prince de Mercie. 27e degré, grand commandeur du temple. 28e degré, chevalier du soleil. 29e degré, grand écossais de Saint-André. Et pour ceux que ça intéresse, je continue.
5e degré, maître parfait, après le maître secret, maître parfait. 6e degré, secrétaire intime. 7e degré, prévôt et juge. 8e degré, intendant des bâtiments. 9e degré, maître élu des 9. 10e degré, illustre élu des 15. 11e degré, sublime chevalier L, E-L, grand E-L. 12e degré, grand maître, architecte. 13e degré, royal H. Et vous avez le 15e degré, chevalier d'Orient ou de l'épée. 16e degré, prince de Jérusalem. Et 17e degré, chevalier d'Orient et d'Occident. Donc ce n'est qu'à partir du 10e degré que l'initié prend conscience qu'il est un porteur de lumière. Mais ce porteur de lumière, on l'a vu avec l'Apocalypse, est dénigré et surtout vu comme un... Enfin, ce porteur de lumière, là, je peux vous dire quelques petites choses. Ce porteur de lumière, Lucifer, qui nous a plongé avec Satan dans la matière et qui nous fait descendre par rapport dans l'échelle de Jacob, qui nous fait descendre du 1er degré au 10e degré, et qui nous fait passer par l'initiation invisible du Nadir au 10e degré au niveau de la matière, et qui nous pousse à la remontée, nous a quand même rendu un grand service, a rendu un immense service à l'humanité. Nous étions endormis, nous étions au paradis, mais dans ce paradis-là, nous avions notre soi conscience qui était complètement endormie, qui faisait une bonne sieste. Et donc, cette plongée dans la matière a réveillé cette soi conscience. Cette soi conscience est en contact avec toutes les vies successives, de nombreuses vies successives de la descente et de la remontée. Et une fois remontée au 3e, 2e et 1er degré, cette soi conscience est consciente d'elle-même. Autrement dit, l'homme est devenu Dieu. Dieu s'est fait homme, disait saint Athanase d'Alexandrie, afin que l'homme devienne Dieu. Et l'homme devint Dieu lorsqu'il remonta au 3e, 2e et 1er degré. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous avons encore un très long chemin à faire. Nous sommes tous sujets à la concupiscence, malheureusement, et dirigés vers la mort. Donc, contentons-nous pour l'instant de travailler sur nous-mêmes. Je vous ai donné des quatre conférences sur la conscience, sur l'agrandissement de la conscience et de l'aura. J'ose espérer que vous me suivrez dans ce travail. C'est un travail énorme, gigantesque, mais c'est un travail qui va vous apporter beaucoup et qui va vous donner beaucoup, qui va vous soulager et vous donner une grande force intérieure qui va augmenter votre aura d'une façon extraordinaire, qui va même augmenter votre aura au-delà du manas, c'est-à-dire au-delà du plan mental, qui va rentrer dans le bouddhi de l'atma. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes capable de vous réveiller la nuit ou de travailler le matin ou le soir même, si vous êtes capable de travailler ne serait-ce que 2 heures par jour sur ces exercices-là, vous obtiendrez des résultats énormes. Vous n'avez pas conscience de ce que vous obtiendrez. Voilà, et sans vouloir vous obliger, si vous pouvez vous abonner à mes conférences et à ma chaîne, c'est un grand merci. C'est un grand merci que je vous donne, car je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Voilà, donc faites un petit peu ce geste, et c'est un geste qui sera pour vous, je pense, notoire et qui vous apportera beaucoup, et qui m'apportera aussi à moi quelques petites choses, quelques petites satisfactions. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Je vous donnerai d'autres conférences en franc-maçonnerie. Merci. Bonne journée.